Bonsoir à tous. On vous laisse le temps de vous installer tranquillement et de nous rejoindre dans ce nouveau live en cette rentrée avec un sujet qui doit particulièrement vous intéresser. On voit que tout le monde arrive, donc bienvenue. Bienvenue Marilyn, merci d'être Bonsoir. avec moi. On va attendre que tout le monde arrive pour se présenter. Donc, merci Manon. Merci de nous rejoindre. N'hésitez pas dès maintenant à nous poser toutes vos questions dans le chat ou vos remarques ou savoir voilà comment ça se passe pour vous les devoirs en cette rentrée. Bonsoir Nathalie, merci d'être là et de répondre présente à ce nouveau rendez-vous de la rentrée dans les lives Famille Academia. Installez-vous confortablement, posez-nous toutes vos questions dès maintenant. On vous voit arriver, donc c'est parfait, c'est super. Ça va Marilyn, en forme? Ça va très bien, je suis ravie d'être avec toi ce soir Manon et je suis ravie de vous retrouver tous et j'attends les questions dès le début. Bonsoir Anan, merci d'être là. Voilà, on est très 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 contente de vous retrouver avec Marilyn pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. On sait que c'est un sujet en cette rentrée qui vous interroge particulièrement. Bonsoir Laurence, bienvenue. On sait que voilà, avec la rentrée là, on a tous commencé à reprendre nos habitudes et on sait que les premiers devoirs arrivent. Vraiment, on sait aussi que ce soit de la primaire au collège, des fois même au lycée, on a envie d'accompagner ces enfants dans voilà les devoirs ou le travail personnel. Donc on va essayer de vous donner des conseils qui soient vraiment larges pour tous les âges. Donc n'hésitez pas à nous partager un peu votre situation pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Anan, je vois que ça commence, c'est super. Ça démarre. Voilà, pour répondre au fur et à mesure. On note bien vos questions, ne vous inquiétez pas, on va répondre à tout. Je vois déjà comment motiver son ado et le sortir de sa bulle de jeux vidéo. C'est une super question, on espère vraiment pouvoir vous répondre au fur et à mesure de ce live. Donc c'est vrai que on le sait, c'est pas évident de pouvoir gérer cette période sans conflit ni tension. On sait que voilà, on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre en tant que parent pour accompagner ses enfants. Des fois, ça crée de l'indifférence. Ou voilà, les enfants n'ont pas forcément envie. On va forcément parler motivation et tension. Comment pouvoir répondre au mieux à cette problématique. Marilyn, je te propose de te présenter. Si tu veux bien. Merci. Je suis enseignante. J'ai enseigné pendant plusieurs années et maintenant je suis experte pédagogique chez Academia. Et je pense que en premier lieu, c'est important que vous sachiez que dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Je pense que n'importe quelle question que vous allez poser, il y a plein de parents qui se la posent et en fait, c'est des situations qui sont très courantes, très normales. L'idée ce soir, c'est aussi de dédramatiser tout ça parce qu'on sait que sur une rentrée, c'est toujours beaucoup d'émotions, tant pour les enfants qui changent parfois de classe, d'établissement, et pour vous reprendre aussi vos marques. Donc c'est vrai que c'est important d'être tous ensemble aussi pour se rassurer et se rappeler qu'il y a plein de solutions et plein de choses à faire pour que ça se passe bien cette année de devoirs notamment. Absolument. Ça, c'est sûr et certain que c'est toujours compliqué à un moment ou à un autre pour chacun d'entre nous. Et nous, on a beau être experts dans ce domaine-là, c'est compliqué pour nous aussi quand c'est nos propres enfants. Donc, on pourra aborder ça. Moi, je suis Manon Doza, donc je suis coach scolaire chez Academia. Donc, j'accompagne les élèves sur toutes des stratégies d'apprentissage, en tout cas des mécanismes d'apprentissage. Donc c'est vrai qu'on a toutes les deux pas mal d'expérience dans l'accompagnement des élèves là-dessus, donc on espère pouvoir largement vous partager nos conseils et voilà dans quel état d'esprit aborder sereinement les devoirs. Peut-être qu'on peut commencer Marilyn en disant en expliquant un peu à quoi servent les devoirs, parce que des fois il y a des débats, devoirs, pas devoirs. Oui. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou mal d'avoir des devoirs. Le fait est là que on a des devoirs à la maison et c'est vraiment de vous accompagner là-dedans. Mais peut-être que tu peux nous donner déjà plusieurs éléments. Oui,
C'est ce que j'allais dire, c'est que dans tous les cas, on va parler de devoirs de manière générale, hein, que ce soit des devoirs écrits et oraux, parce qu'on sait que là, on va parler des devoirs notamment primaire, collège, mais voire lycée, parce que finalement, la dynamique reste la même et les inquiétudes restent souvent les mêmes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit primaire, collège, voire lycée, hein, il y a aucun problème. On sait que la question des devoirs écrits n'est pas toujours tranchée dans l'usage côté primaire, mais dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, dans l'usage, il y en a. Donc là, nous, on n'est pas là pour refaire l'histoire ou pour savoir pourquoi il y a des devoirs en soi, mais surtout pour plutôt pouvoir y trouver un intérêt et faire de ça un moment porteur, parce que c'est un moment qui peut être très, très intéressant pour travailler plein de choses. Donc nous, on est surtout là pour oui, effectivement, vous montrer l'intérêt des devoirs et que vous puissiez vraiment profiter de ce moment et que ce soit justement pas l'idée de la corvée des devoirs tous les soirs ou tous les week-ends. On sait que ça arrive quand même souvent que les devoirs ce soit une corvée tant dans la tête des enfants que des parents. Quand on a nous aussi toute notre semaine de travail ou notre journée de travail dans la tête et qu'on a envie de souffler en fin de journée, le moment des devoirs il peut être très stressant en fait pour tout le monde. Donc effectivement, pourquoi en fait des devoirs c'est intéressant? Bah, tout simplement, en premier lieu, c'est que c'est vraiment le moment qui vous permet de vous impliquer dans la scolarité de vos enfants. Finalement, ils sont à l'école toute la journée et vous n'êtes pas avec eux. Donc, c'est un moment de croisement entre leur journée à l'école et quand ils sont à la maison. Et en réalité, c'est vraiment un temps que vous pouvez utiliser pour échanger et montrer votre intérêt sur comment s'est passée sa journée. Et ça permet aussi de donner un espace pour s'exprimer et laisser vos enfants exprimer leur journée, parce que finalement, quand on a des devoirs et qu'on va regarder ce qu'il y a comme devoir, ça amène forcément aussi à dire, bah, on a fait ci, on a fait ça. Finalement, dans ce cours-là, j'ai ça à faire, mais j'ai rien compris. Enfin, c'est vraiment une occasion de raconter ce qui s'est passé pendant la journée d'école, et ça vous permet, vous, d'éviter de passer à côté d'une problématique. C'est-à-dire que si vous passez toujours à côté des devoirs et que vous n'avez pas de moment d'échange, parfois on peut passer des mois à ne pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est mal vécu. Et ça permet de ne pas laisser s'inscrire quelque chose de difficile peut-être, ou une grosse difficulté, ou quelque chose qui est difficile à vivre tant dans l'affect que dans les difficultés vraiment purement scolaires. Ça permet d'éviter qu'elles s'inscrivent dans le temps. Donc, dans un premier temps, je trouve que c'est déjà juste l'espace disponible pour échanger et avoir la vue de ce qui pourrait poser problème déjà, et ne pas attendre de s'en rendre compte trop tard. Absolument. Alors, on a beaucoup de questions, donc on va essayer de vous répondre au fur et à mesure parce que on a beaucoup de questions. Voilà, on a plein de choses à vous transmettre, mais notre priorité, c'est vraiment de vous répondre. Alors, Anan, sur la motivation, on va y revenir juste après. On a des questions, voilà, des remarques. Nathalie, merci de nous dire, voilà, je passe mes week-ends à faire mes devoirs entre l'enfant de 5e et de première. Donc, on va voir comment on peut cadrer ça, justement, et rester dans quelque chose qui soit acceptable pour tous. J'ai relevé aussi, Laurence, que au collège, vos enfants ne veulent plus forcément que vous mettiez le nez dans les devoirs, et ça, c'est pas facile parce qu'on se dit, si je lâche, je sais pas ce qui va se passer. Mais en même temps, ils ont besoin d'autonomie. Donc, c'est vrai que le collège, c'est vraiment une période où les enfants ont besoin de plus en plus d'autonomie. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle que en 4e, 3e, que les enfants recherchent de l'autonomie. Donc, ils vont vouloir vous mettre un petit peu à l'écart de ça. C'est plutôt sain tant que c'est cadré. Je pense que ce qui est important, c'est quelque part, et c'est ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est de donner un cadre au travail personnel, et quelque part de passer un peu un contrat avec vos enfants. Ça vaut du primaire jusqu'au collège. Le contrat va être un peu différent parce que les enfants ont besoin de gagner en autonomie. Mais de passer une sorte de contrat en disant, OK, tu veux que je te laisse de l'autonomie, mais c'est un contrat donnant-donnant. Donc, c'est-à-dire dans quelles conditions est-ce que je te laisse de l'autonomie. Voilà, par exemple, je m'aperçois que tu veux travailler tes leçons seul, mais qu'au moment des contrôles, les notes ne suivent pas. OK, donc là, le contrat, quelque part, n'est pas rempli, ou alors il faut questionner la note, si c'est pas une question de compréhension ou de révision. Donc, c'est vraiment très important d'identifier où est la difficulté scolaire, de la questionner et de dire ensemble, OK, tu me dis que tu travailles seul, mais là, ça ne fonctionne pas. Donc, de quoi tu as besoin pour pouvoir travailler seul? J'entends ton besoin de travailler seul, mais par contre, il faut que ça soit dans un cadre qui soit acceptable pour l'un et pour l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui se pose, qui se décide.
Et ça, c'est quelque chose qui est important même au primaire, de vraiment définir le cadre de cette séance de travail. Voilà, qu'est-ce qui te correspond le mieux? Est-ce que tu veux d'abord goûter et ensuite on travaille? Comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne pendant cette session de travail? Est-ce que tu veux que j'intervienne ou pas? C'est très important de laisser un espace aux enfants pour que, en fait, ce que disait Marilyn, c'est que les devoirs, c'est vraiment une occasion de créer un lien positif autour de la scolarité ensemble. Savoir où votre enfant en est, savoir comment il le vit. Et, donc, vraiment, et d'essayer. Je sais que c'est compliqué, Laurence, voilà, et, vos enfants disent, tu me stresses. Mais oui, mais c'est normal, on s'inquiète, on a envie qu'ils réussissent, on comprend pas des fois pourquoi ils comprennent pas. Donc, c'est pas évident, c'est très frustrant. Mais il faut faire ce chemin avec eux. Je pense que c'est vraiment important de faire la main dans la main. Et Bérangère, c'est un peu ce que vous nous dites. Est-ce qu'il est possible d'avoir des conseils pour accompagner les enfants vers l'autonomie en termes de devoirs et d'apprentissage? Ça passe aussi par ça, de dire comment est-ce que tu as envie de fonctionner. Oui, et je pense que c'est très important dans ce que tu viens de dire de ne surtout pas minimiser l'importance de ce cadre à poser et de tous les rituels qui vont avec. On oublie souvent à quel point un enfant et un adolescent a besoin de cadres pour être rassuré, parce qu'on parle souvent là, de ce qui est commun à toutes vos questions, c'est qu'en fait, ça génère forcément du conflit à un moment, c'est que vous êtes en conflit sur un sujet avec vos enfants pour se mettre au travail ou pour pouvoir rentrer dans les devoirs ou dans la scolarité ou dans les échanges. Et ça, c'est commun à toutes vos questions. Et ce qui en résulte, et on se le dit souvent, c'est que quand on est en conflit, c'est parce qu'il y a du stress, en fait. C'est parce qu'il y a de l'inquiétude. Tant de votre côté, mais de leur côté aussi. Forcément, ils sont inquiets de quelque chose si on rentre en conflit. Et l'inquiétude, elle ne peut que passer par le cadre, par les rituels, c'est-à-dire que c'est ça qui permet à un enfant et à un ado de se structurer et de savoir où il en est, où il va. Ils ont besoin de vous pour ça, parce qu'ils n'ont pas forcément appris à le faire. Vous êtes là pour aussi le guider à ce niveau-là. Et ce cadre-là, on a tendance à oublier à quel point il est important. Chez les petits, c'est primordial. Vraiment, chez les primaires, tout passe par le cadre et le rituel, mais finalement chez les grands aussi, et même chez nous en fait en tant qu'adultes, on s'en rend compte, on a besoin aussi nous-mêmes de cadres, de rituels dans nos semaines, donc ça reste quand même quelque chose qui doit être fait et qui doit être fait en amont, parce que si vous le posez au moment des devoirs, c'est pas le moment en fait. C'est là que tout le stress va rejaillir. Mais pour qu'il n'y ait pas de stress pour ce moment-là, il va falloir prévoir le cadre vraiment en amont. Et comme tu l'as dit Manon, c'est exactement ça. C'est passer à un accord, c'est-à-dire arriver jusqu'à la validation du cadre avec vos enfants. Ce qui fait qu'une fois que tout est validé, on est bien d'accord que tes devoirs, on va les faire tel jour, de telle heure, à ton bureau, à tel endroit, et que tu es d'accord avec ça. C'est important de leur demander la validation quand vous vous mettez d'accord. C'est est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es OK pour que les prochaines fois, les devoirs, ça soit dans ce cadre-là? Et une fois que vous avez l'accord, franchement, après, c'est très facile parce que dès qu'il y a le moindre conflit qui arrive, c'est tu te rappelles ce qu'on s'était dit, tu m'avais dit que tu étais d'accord. Et ça, en réalité, ça passe le conflit en fait assez rapidement. Absolument. C'est vrai que si on donne du sens, parce que je vois Nathalie me dit comment les aider à prendre conscience du volume de travail à fournir et comment on les met en action. Souvent, il y a un problème de sens. Ils ont passé toute la journée à l'école ou en cours et ils arrivent le soir, il faut refaire des choses. Pourquoi est-ce qu'on fait des devoirs? C'est important de se dire pourquoi est-ce que c'est important. Donc, en fait, la mémoire, c'est quelque chose qui est très répétitif. Vous remarquez qu'il y a des chansons que vous connaissez par cœur ou des pubs que vous connaissez par cœur. Je citerai pas de nom, mais voilà, il y a des choses qu'on a tous dans la tête, des slogans qu'on a dans la tête. Ni vous ni moi n'avions demandé à les avoir dans la tête. Qu'est-ce qui a fait? C'est la répétition. Donc en fait, la mémoire, c'est très important quand il y a eu un apprentissage dans la journée, de le revoir dans les 24 heures. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour ancrer cette connaissance-là, pour faire du lien. Et le moment à la maison où on est plus au calme, dans un autre contexte, où on a de l'espace mental pour réfléchir et réfléchir son apprentissage, il est très important. Donc ça, c'est important de dire à l'élève, voilà, ce que tu as fait dans ta journée,
il faut le reprendre, il faut le retravailler parce que la journée à l'école, ça ne suffit pas. Donc, il va falloir revenir répéter les choses. Donc, déjà, donner du sens à ce qu'on fait. Nathalie, il y a un mot dans votre commentaire sur lequel j'ai envie de revenir, c'est prendre conscience du volume de travail. Attention à cette notion. Le volume, ce n'est pas ce qui est important. Comment voulez-vous faire comprendre à votre enfant qu'il faut qu'il fasse du volume si ça n'a pas de sens pour lui? Si travailler, ça ne donne pas forcément de résultats. En fait, le goût de l'effort, en soi, vous êtes ado ou enfant, essayons de nous rappeler ce qu'on avait dans la tête à cette période-là. Le goût de l'effort, ça n'existe pas. Ce qu'on arrive à avoir, c'est le goût de la réussite. Si j'ai travaillé et que je réussis, que je suis félicitée pour ça, que je prends du plaisir à réussir, là, je vais avoir envie. C'est comme ça qu'on suscite de la motivation. La motivation, c'est quand on a envie d'atteindre quelque chose qui va nous faire plaisir. Anan, vous parliez de jeux vidéo tout à l'heure. Si je joue à mon jeu vidéo, inévitablement, j'ai 100% de chance d'avoir du plaisir. Donc, je sais que j'ai du plaisir. Si je vous dis vous allez passer une bonne soirée ou une mauvaise soirée, vous choisissez quoi? Vous choisissez la bonne soirée. Le cerveau est très feignant. Il va toujours à l'économie d'énergie et à ce qui lui procure du plaisir. C'est physiologique. Donc, c'est important de comprendre que c'est normal que votre enfant préfère jouer aux jeux vidéo que faire ses devoirs. C'est normal. Comment est-ce qu'on peut enrayer ça? C'est en remettant du plaisir dans les apprentissages. J'ai bien noté aussi, Sandrine, la question sur est-ce qu'il faut récompenser ou sanctionner? Et en fait, c'est un peu la même idée. Bien sûr qu'on peut dire, bon, ben, si tu travailles bien, tu auras ça. Ça va marcher sur le coup, il n'y a pas de souci. Une fois de temps en temps, ça va débloquer des situations. Ça arrive, hein. Et puis, ça fait plaisir à tout le monde de temps en temps d'avoir voilà, la carotte au bout, un truc un peu sympa qui peut arriver. Par contre, on sait, et ça, les études le montrent, que plus, en fait, on va mettre de récompenses extérieures, plus la motivation va s'abîmer. C'est-à-dire que, au-delà du fait que le principe de récompense, ça va s'épuiser, c'est-à-dire qu'il va falloir des récompenses toujours plus importantes pour susciter la motivation, ça va vraiment abîmer une motivation qui est ce qu'on appelle intrinsèque, donc qui est vraiment de l'ordre de l'individu. C'est vraiment quelque chose qui est intérieur. Donc, on a vraiment l'occasion, lors des devoirs, de montrer aux élèves l'intérêt d'apprendre, le plaisir d'être curieux, de progresser, d'avoir travaillé et d'avoir un résultat. Gardez en tête que tous les élèves aiment réussir. Oui. Vous pouvez avoir l'impression que votre ado s'en fiche. Ouais, mais moi j'ai des mauvaises notes, je m'en fiche. Personne ne s'en fiche. Personne. Mettez-vous à leur place. Est-ce que vous voyez une seule personne au travail qui peut être en échec et qui apprécie ça? Personne ne s'en fiche. Un élève qui ne fait pas, c'est un élève qui ne sait pas comment s'y prendre et qui se dit que s'il fait pas, au moins il est considéré comme feignant, mais il n'y a pas de souci. Par contre, si je fais que j'échoue, je me pense nulle. Et ça, pour un ado qui est en pleine construction ou un enfant, c'est tellement difficile à gérer psychologiquement qu'il préfère ne pas faire. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bienveillant dans les devoirs. Bien sûr qu'on veut qu'ils réussissent, bien sûr qu'on veut qu'ils aient des bonnes notes, bien sûr qu'on se met la pression. C'est logique. Mais pensons qu'en mettant vraiment du plaisir et du sens dans ce moment-là, en créant du lien, en s'intéressant sincèrement, c'est ce que tu disais Marilyn, en fait, en s'intéressant sincèrement à la journée que l'élève a passée, là on va créer du lien, on va créer du sens, ça va être un moment où voilà, il va voir que vous avez de l'estime pour lui, dans les efforts qu'il fait, c'est important de féliciter les efforts et pas forcément le résultat, et inévitablement de le placer dans un cercle de réussite où l'élève va se rendre compte que quand il a travaillé, il y a un progrès, il y a une bonne note, on le félicite, waouh, mais en fait, je suis capable. Là, vous allez créer quelque chose qui est super. Oui, et n'oubliez pas de montrer que vous croyez en eux. Manon l'a très bien dit, mais c'est vrai, on minimise parfois aussi l'impact qu'on a sur nos enfants et sur ce qu'on va leur insuffler. Et évidemment, vous n'avez pas forcément le comportement de dire que vous ne croyez pas en eux, mais parfois, vous allez juste présenter les devoirs comme il faut faire tes devoirs. Et transformer ça en je crois en toi et j'ai envie de te mettre en situation de réussite dans ta scolarité et pour ça j'ai envie de m'impliquer avec toi dans tes devoirs et c'est pour ça qu'on va se mettre d'accord ensemble sur comment on va le faire en équipe en réalité aussi c'est vraiment aussi sur ce moment d'organisation en amont qu'il faut profiter de cet instant pour donner du positif
et insuffler vraiment ce que vous croyez pour eux, c'est-à-dire leur réussite. Et en fait, c'est vraiment des petites choses, mais qu'on oublie toujours sur le moment parce qu'on est fatigué aussi. Hein. Enfin, on sait là où on dit des choses, mais on sait aussi que dans le concret de sa journée, on va des fois oublier ça. Mais on fait comme ce qu'a dit Manon, on fait de la répétition. C'est nous, on vous le répète aussi ce soir parce qu'à force de vous le répéter, ben vous allez l'avoir aussi plus souvent en tête, même quand vous serez fatigué. Et voilà, ce moment-là de dire je crois en toi, je veux que tu réussisses et je sais que tu peux y arriver et je vais être avec toi pour ça. Et on va se mettre d'accord sur comment le faire pour que ça arrive. Et en parallèle, sur effectivement la question du volume, comme tu disais Manon, je pense qu'il faut aussi profiter de ces moments où vos enfants vont vous dire oui mais j'ai trop de travail, j'ai trop de volume, je sais plus comment m'en sortir. C'est de dire bah justement, moi je vais être là aussi pour t'aider à être plus efficace. C'est jouer sur l'efficacité. Qui a envie de passer des heures et des heures et tout son week-end, on en parle hein, du temps, passer beaucoup de temps sur ses devoirs ne veut pas dire que ce qu'on fait est de qualité. Bien au contraire, parfois, normalement, on n'est pas censé passer tout son week-end sur ses devoirs. Donc, c'est soit qu'on est mal organisé, soit qu'il y a un souci aussi parfois sur ce qu'on donne. Et dans ces cas-là, il faut faire le point aussi avec ses enseignants. Il faut que vous puissiez contacter les enseignants parce que ça, c'est important aussi hein, de garder l'échange et de pouvoir échanger avec toute l'équipe scolaire pour être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose parce que des fois il y a des incompréhensions aussi entre ce que les enfants vont vous dire en rentrant à la maison et de ce qui est réellement attendu. C'est vrai que ça on n'en a pas encore parlé, mais avoir conscience des attendus réels pour pouvoir accompagner au mieux, ça va aller de pair. Mais évidemment leur dire que oui, évidemment, il va falloir être efficace dans son travail et que tout le monde a tout à y gagner. Parce qu'en termes de compétences, c'est hyper important de s'organiser et d'avoir de plus en plus de méthodologies pour être efficace, apprendre le plus efficacement possible. Ça va soulager tout le monde et ça va être en plus des compétences qui vont être utiles, et ça c'est important de leur dire aussi, non pas pour leurs devoirs ou pour leur scolarité, mais pour toute leur vie en tant que citoyen, en tant que travailleur plus tard. C'est quelque chose qui va être important comme compétence à maîtriser. Absolument, et tu parlais du volume. Donc Nathalie, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est exactement ce que tu dis, tu parles de l'efficacité. Donc Nathalie, vous nous dites, oui, il y a faire et bien faire, absolument. Il y a beaucoup d'enfants qui vont ouvrir leur cahier, qui peuvent passer 2 heures dans leur cahier, mais ils sont autant sur Instagram que à regarder le ciel, que à lire et relire un cours. Et en fait, ces enfants-là, mais c'est compliqué pour eux parce qu'ils passent du temps et ils voient pas de résultats. Et donc, nous, tout notre travail, notamment en coaching, c'est de les amener à comprendre, à questionner leur stratégie. Quand vous me dites, voilà, elle a l'impression de faire, mais en fait, c'est pas suffisant parce que les leçons ne sont pas suivies. Vous me dites d'ailleurs, c'est souligné par les profs, donc ça, c'est intéressant, voilà, que c'est validé par les enseignants. Donc là, c'est confronté. Mais en fait, votre fille, elle a certainement besoin d'aide parce qu'en fait, elle ne sait certainement pas comment s'y prendre. Nous, c'est l'expertise qu'on a avec les enfants qu'on voit et qu'on reçoit. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en conflit avec leurs parents parce que ouais mais je veux qu'on me laisse tranquille, c'est bon, je fais ce que j'ai à faire. Mais en fait, quand on les regarde travailler, ces enfants ne savent pas travailler. Mais ils n'ont jamais appris à travailler. Est-ce qu'à l'école, on leur a appris à se concentrer? Est-ce qu'on leur a appris à s'organiser? Est-ce qu'on leur a appris à ritualiser une séance de travail? Pas du tout. Il y a beaucoup d'implicite à l'école et il y a des enfants qui ont du mal à saisir l'implicite. Donc les devoirs, c'est vraiment l'occasion, au lieu de se dire bon ben oui mais tu sais pas faire, tu travailles mal, de dire ok, comment on fait? Montre-moi comment est-ce que tu travailles. Par exemple, je vous donne une astuce simple, j'ai une leçon à retenir en histoire par exemple. Souvent, l'élève, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire et relire sa leçon. Et nous, on va dire, je viens avec le cahier, je t'interroge et c'est pas su. Ben, qu'est-ce que tu as fait pendant 1 heure? L'élève a lu et relu. Mais en fait, lire et relire, ça va donner... il faudrait des cours d'apprendre à apprendre. J'en profite pour vous dire que nous avons des stages apprendre à apprendre, justement, en fait, exactement à cause de ça. Ou grâce à ça, parce que c'est très important d'apprendre à apprendre. C'est ce qu'on fait aussi en coaching, c'est ce qu'on fait en stage de méthodologie apprendre à apprendre. C'est parce que tout ça, ça s'apprend. Et c'est ce qu'on veut vous dire aussi. C'est pour ça que c'est important d'être indulgent avec nos enfants, parce que on va un peu les houspiller en disant oui, mais il faut que tu travailles, etc. Ils ne savent pas faire. Et donc, c'est à nous, quand on les accompagne le temps des devoirs, de les accompagner à ça.
Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que tu comprends de la consigne? Aller questionner la réflexion. Je reprends mon exemple de l'histoire. L'astuce magique, c'est OK, ne sors pas tes cahiers, prends une feuille ou raconte-moi ce que tu te souviens de ton cours d'histoire. Il a l'impression que c'est rien. Prends une feuille, essaye de me dire en vrac, il n'y a pas d'enjeu, d'accord? Enlevez l'enjeu. Si tu te trompes, c'est pas grave. Si tu te manques des choses, c'est pas grave. En fait, la mémoire, elle se construit quand on cherche à se souvenir. Donc, c'est au moment où je me dis, alors, la Seconde Guerre mondiale, ah oui, c'est en 39-45. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je cherche à me souvenir que je vais ancrer. Donc, au moment où votre enfant va noter sur la feuille, même s'il note pas grand-chose, c'est pas grave. OK, allez, on reprend le cours et on compare. Rien que le fait de dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah oui, puis ça, c'était avant ça. Là, vous faites travailler plein de formes de mémoire différentes. Vous travaillez l'écrit, vous travaillez la mémoire auditive, vous travaillez la mémoire kinesthésique parce qu'elle est écrite. Vous faites travailler la mémoire, ce qu'on appelle épisodique, c'est-à-dire le fait de se souvenir d'un moment qu'on a vécu. Et ça, c'est bien plus utile et bien plus rapide que de lire son cours 15 fois. Vous faites ça 3 soirs de suite, je vous assure que votre enfant, en 5 minutes par jour, 5-10 minutes par jour, il maîtrise le cours. Parce que connaître et maîtriser, c'est pas la même chose. Nous, à la maison, ce qu'il faut aller chercher, c'est la compréhension. Vraiment la compréhension du cours. On travaille surtout avec les primaires. Là, je le vois beaucoup avec les élèves que j'accompagne. Si je demande de réciter la leçon dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Dès lors que je commence à poser des questions dans le désordre, l'élève ne comprend même pas ce que je suis en train de lui demander, alors qu'il est capable de me le réciter par cœur. Donc, ça veut dire que le cours ne fait pas sens pour lui. Donc, questionnez vraiment le cours. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu retiens? Comment est-ce que tu peux le réutiliser? Donne-moi un exemple. Hier, par exemple, avec une élève, je travaillais les verbes avec la conjugaison, le fait que le verbe change, passé, présent, futur. D'accord. Ben, donne-moi un exemple. Ou si je te dis telle phrase, là, c'est quoi? Le verbe, il change comment? Vous voyez, de mettre en situation. Parce que là, l'élève va comprendre. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de logique et d'instinct. L'enfant va faire un travail mental. Oui. Non, j'ai cru qu'on t'avait perdu, Manon. Ah, d'accord. Pardon, peut-être Bon, qu'il a failli. Pardon, il y a eu un petit bug. Voilà, c'était juste histoire de vous donner des petites astuces comme ça pour les devoirs, de vraiment questionner, donner du sens et permettre à l'élève d'avancer. Et je me permets de répondre à Charline en parallèle qui expliquait que son fils de 5e se sent nul et qu'il a l'impression de rien comprendre, même si effectivement vous le valorisez et vous dites que vous croyez en lui. Une des astuces pour aider quand on a quelqu'un, voilà, son enfant qui est vraiment en manque de confiance importante, c'est d'aller, tout simplement, c'est ce qu'a dit Manon tout à l'heure, c'est mettre en réussite. Mettre en réussite, c'est ce qui marche, de toute façon. Il n'y a pas de débat. Et ça motive forcément et ça règle beaucoup de choses. Comment mettre en réussite quand des fois la marche est un peu trop haute aussi sur le travail qui est donné? C'est, je vous invite vraiment à aller vous regarder dans les programmes de l'année précédente. Tout simplement parce que quand vous avez des devoirs, évidemment la scolarité ça suit des programmes, et que ce programme-là de l'année de 5e, il découle d'un programme de l'année de 6e. Et finalement, il y a une continuité entre les programmes, mais qui est vraiment très très fluide. On s'en rend pas toujours compte, mais la scolarité, elle s'organise autour de cycles qui se suivent, et dans chaque cycle, on a des années qui se suivent, et finalement, la progression est très très douce. On ne s'en rend pas toujours compte. Et quand on travaille n'importe quel sujet sur la classe de 5e, vous allez le retrouver, normalement, vous allez retrouver le même dans le programme de 6e, en un tout petit peu plus léger, un peu moins poussé. En fait, chaque année, on va pousser un peu plus, on ajoute un petit peu plus. Donc, si c'est un petit peu trop dur, allez rechercher l'objectif du programme de l'année précédente qui va être très similaire, mais ça va vous donner une indication de où vous pouvez aller, juste un tout petit peu en dessous en termes de difficulté, pour remettre votre enfant en réussite. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller lui dire que vous allez piocher dans le programme de 6e, s'il est en 5e, évidemment. Mais c'est de se dire, attends, t'as tel sujet à travailler, on va en reparler un petit peu, on va déjà regarder ensemble, on va déjà s'exercer un petit peu ensemble avant. Et vous pouvez le mettre, du coup, ou la mettre sur des exercices de ce type de programme. Ce qui fait que ça va remettre en réussite, ça va réautomatiser. Ça va permettre des fois de débloquer plein de choses et de comprendre des choses parce que juste la marche était un tout petit peu trop haute.
Et ça va permettre de se raccrocher à ce nouvel objectif et ce nouveau programme tout doucement. Mais le meilleur moyen de progresser, c'est d'être en réussite. Il faut repasser pas à pas. Donc si c'est trop haut, on repasse à de la base tranquillement et on va revenir tout doucement à l'objectif. Et c'est vraiment une petite astuce qui aide. Enfin, moi, en tant qu'enseignante, je l'ai toujours fait. C'est-à-dire que, et les enseignants le font. C'est-à-dire que quand on se rend compte que quelque chose est difficile, on va aller regarder un tout petit peu en dessous dans les programmes pour remettre en réussite, reposer les bases et on y retourne après et ça marche très bien. C'est juste une question de temps en fait, mais il faut prendre le temps, il faut prendre ce temps. Mais après, c'est exponentiel en plus, c'est-à-dire que c'est tout l'inverse. Si vous vous acharnez à rester sur ce qui a été fait et que c'est trop difficile, de toute façon, ça va juste être le cercle vicieux de la confiance en soi qui diminue. Et après, c'est très, très dur à rattraper, ça. C'est vraiment ce qui peut être très long à reprendre. Oui, parce que c'est vrai que la vision qu'a de l'élève de lui-même, donc la confiance que vous portez en lui, vous nous dites je le valorise et tout, c'est super, mais c'est vrai que la confiance en soi, c'est et sa réussite et le regard des autres. C'est vraiment très important. Il faut pas minimiser ça, mais effectivement remettre au niveau. D'ailleurs, c'est ce que font nos enseignants en cours, notamment collectif. On va placer l'élève en niveau de réussite puis remonter. Il y a quelque chose qui est assez drôle que moi j'ai utilisé en coaching beaucoup avec des élèves à des moments où je les accompagnais vraiment sur des cours, c'est de prendre un contrôle, par exemple, qui a été loupé par l'élève. Enfin, je me souviens de Hugo qui avait eu une note vraiment catastrophique en maths, etc. Ok, je prends le truc et je lui dis, on va faire autre chose. Je prends d'autres exercices, donc décorréler de ce qui est fait en cours et de reprendre petit à petit. Ça, c'est en une séance. C'est pour vous montrer, en fait, le côté aussi très psychologique de la confiance en soi. Dans la séance, je réautomatise des choses avec lui et petit à petit, sans lui dire, je lui refais faire son contrôle, sans lui dire, en noyant le poisson en faisant autre chose. Et à la fin, je lui dis alors, tout est juste? Oui. Je lui montre son contrôle, je lui dis, voilà, tu es passé de 5 à 20 sur 20. Mais la surprise, en fait, de me dire, mais j'ai fait, oui, tu as fait. Mais bien sûr, tu es capable de faire. On a juste compris ensemble pourquoi ça bloquait. Et tu vois, en automatisant, il faut vraiment leur montrer qu'ils sont capables grâce à des stratégies. C'est-à-dire, un élève qui est en échec, c'est un élève qui n'a pas de stratégie d'apprentissage. Donc, il faut travailler les stratégies avec eux. Donc, la stratégie de travail, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, savoir comment fonctionne la mémoire en se disant, bon, bah voilà, ça c'est tout bête, mais je vous assure que ça change tout pour apprendre les leçons de aller chercher la méthode Feynman, c'était vraiment ça, c'est être capable d'expliquer avec des mots très simples à quelqu'un quelque chose que vous venez d'apprendre. Si vous êtes capable de l'expliquer à un petit enfant, par exemple, c'est que vous maîtrisez le sujet. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça mobilise beaucoup de stratégies d'apprentissage. Mais après, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Quand on vous disait questionner, c'est pareil, au lieu de donner les réponses quand on travaille, de vraiment venir questionner l'élève. Qu'est-ce que tu as compris de cette consigne? Qu'est-ce qui est important? Quel lien tu fais avec ton cours? Vas-y, prends ton cours, cherche. Quel lien tu peux faire entre voilà, ma leçon sur les verbes et ça? D'aller chercher et de l'amener à trouver lui-même ses réponses. C'est comme ça qu'on prend confiance en soi, c'est en voyant qu'on sait faire. Donc, je sais que c'est dur de ne pas mettre de stress sur les enfants, mais ce sont nous les adultes. Donc, c'est aussi poser ça. C'est ce qu'on se disait avec Marilyn. C'est compliqué d'avoir fait sa propre journée, d'être parent. Il y a de l'affect. Il y a ça c'est pareil pour tout le monde. Oui. Tu nous parlais d'un enseignant, l'autre fois tu me racontais une anecdote. Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans tout ça, on parlait de dédramatiser ce moment des devoirs, mais c'est important aussi de déculpabiliser sur le fait qu'il y a de l'affect, c'est certain, ce sont vos enfants en fait. Et moi, je me suis toujours amusée d'avoir souvent des enseignants dans l'équipe enseignante qui sont des super profs que les élèves adorent, ils font du renforcement, ils reprennent le travail, enfin c'est vraiment des profs extraordinaires. Et dès qu'on leur parle de leurs enfants et des devoirs, franchement, c'est très très souvent que la réponse est « Ah non, moi les devoirs, je ne m'en occupe pas ».
parce que c'est la guerre à chaque fois. Et c'est vraiment très drôle pour moi à chaque fois parce que je trouve ça impressionnant sur le moment de se dire mais c'est incroyable d'être aussi bon prof et de se dire je ne supporte pas, c'est toujours la guerre et ça monte dans les tours et je n'arrive pas à gérer le moment des devoirs. Donc c'est déjà vous déculpabiliser sur le fait que c'est normal que ce soit difficile parce que même le top prof, il va avoir toujours des moments de conflit avec ses enfants sur le moment des devoirs parce que c'est ses enfants et qu'il y a de l'affect et que c'est la vie quotidienne et c'est la maison et on a notre journée de travail et voilà, et c'est normal. Donc c'est important de travailler ça, effectivement, de trouver un cadre pour que ça se passe bien. Mais c'est important aussi à certains moments, dans la mesure du possible, de pouvoir aussi intégrer des tierces personnes dans le moment des devoirs, parce que parfois ça fait du bien à tout le monde, y compris à vos enfants et y compris à vous. On le sait, des fois on a besoin que ce soit juste quelqu'un d'autre aussi. Alors quand on dit quelqu'un d'autre, ça peut être le grand frère, ça peut être la tata, la mamie, ça peut être quelqu'un, un enseignant qui vient à la maison, ça peut être un cours collectif d'aide aux devoirs, ça peut être plein de choses, il faut trouver ce qui nous convient, mais ça fait du bien aussi des fois de juste être extérieur aussi à ce moment-là pour faire retomber l'affect aussi. Hein. Des fois, c'est nécessaire aussi. Il y a l'affect et puis il y a les attentes, je crois, parce que en fait, avec ses propres enfants, on a des attentes. Et tout à l'heure, Laurence vous disait le stress, etc. Mais quand c'est nos propres enfants, et je le vis avec mon fils, hein, pas de souci. Moi, quand c'est mes élèves, je pose un regard inconditionnel parce que je suis dans mon regard de professionnel et où je ne pose aucun regard sur l'enfant. Pour moi, tous les enfants ont les moyens de réussir. Donc, je pose uniquement ce regard-là sur les enfants que j'accompagne. Et donc, inévitablement, je sais qu'ils vont y arriver puisque j'ai l'expérience de mon travail où jamais un enfant n'a pas fait de progrès en ayant les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Mais quand c'est mon fils, j'ai des attentes, je sais de quoi il est capable, je vais poser d'autres choses sur lui, un autre regard. Donc, c'est vraiment important aussi, au moment où on va faire les devoirs, de prendre conscience de ça, d'être OK avec ça, soyez doux avec vous-même, c'est difficile. On en a tous fait l'expérience pendant le Covid. Quand ce sont nos enfants, alors nous aussi, mais vous n'êtes pas enseignant, ce n'est pas votre métier et c'est un métier compliqué. C'est un métier qui demande des compétences, d'avoir beaucoup de recul, d'avoir de la pédagogie et la pédagogie, ça s'apprend. Donc, vous n'avez pas forcément les moyens. Donc, cool avec vous-même et vous aussi, en fait. Vous avez fait votre journée. Prenez le temps de souffler quand vous rentrez et mettez-vous en posture au moment des devoirs. Essayez de lâcher un peu le côté parent qui a des attentes sur son enfant, etc. À la limite, reparlez-en pendant le repas, pas de souci. Mais par contre, d'essayer, quand vous pouvez, ça ne marchera pas tout le temps, mais quand vous pouvez, de vous mettre vraiment dans une posture, OK, je me mets même un peu en retrait, essayez de vous mettre un peu en arrière. Hein, l'enfant travaille au bureau, de se mettre un peu en arrière et de dire, je suis là si tu as besoin, vas-y, fais, OK, et je regarde. Et de donner plus des astuces, de questionner pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça en premier, faire beaucoup verbaliser aux enfants. C'est comme ça qu'on prend conscience. Ce qu'il faut éviter, c'est de faire pour faire. Hein. C'est ce que vous nous disiez, je crois, Sandrine, tout à l'heure. Non, c'est Nathalie, faire pour faire. Voilà. Pourquoi est-ce que tu fais ça pourquoi tu as commencé par ça voilà, leur faire réfléchir une séance. Ritualiser au maximum. On commence par quoi? On pose un objectif sur la séance. OK, donc aujourd'hui, je veux faire ça, ça, ça. Comment est-ce qu'on avance comme ça? J'ai vu la question, Lynn, sur justement les élèves qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles d'attention, pardon, pas d'apprentissage, des troubles de l'attention. Mais en fait, c'est un conseil qu'on peut généraliser. Effectivement, les enfants ont fait leur journée et c'est compliqué pour eux, d'autant plus quand il y a un trouble de l'attention, de se concentrer longtemps. Alors, quand il y a hyperactivité avec, peut-être proposer d'autres formes. Ils ont passé toute la journée canalisés sur une chaise. L'être humain n'est pas fait pour passer 7 heures par jour sans bouger sur une chaise. Hein. N'oubliez pas ça. Donc, peut-être proposer d'autres formes. C'est pas forcément parce qu'on est sur son lit ou sur un canapé ou qu'on travaille par terre qu'on travaille mal. Hein. Ça aussi, ça fait partie du cadre sur lequel il faut un peu lâcher. Ce qui compte, c'est l'effort en fait de l'enfant. Si vous repérez, vous dites 20 minutes. 20-25 minutes, en fait, c'est un bon timing. Il y a une méthode qu'on utilise beaucoup, nous, qu'on apporte beaucoup à nos élèves en coaching, c'est la méthode Pomodoro, qui se base vraiment sur la capacité attentionnelle et qui
varie selon les individus, mais qui est à peu près de 25 minutes. Donc, en fait, on travaille sur des plages de 25 minutes, on chronomètre. Au bout de 25 minutes, le réveil sonne, on prend 5 minutes de pause. Voilà, de pause où on commence pas une autre tâche. C'est juste, voilà, on boit un coup, on se lève, on bouge un peu et on repart sur 25 minutes. Ça, c'est pour préserver la qualité attentionnelle. Donc, j'ai entendu aussi, j'ai vu le commentaire tout à l'heure, on passe notre week-end à travailler. Non, on ne peut pas travailler correctement des heures et des heures, surtout quand on est en 5e au lycée. Oui, pardon, Marilyn. Non, pardon, non, je te laissais terminer, mais c'est vrai que j'ai pu suivre, moi, un élève qui était TDAH en 6e, et c'est vrai que finalement, ce qui peut être, en tout cas, ce qui peut peut-être marcher à voir, hein, parce que chaque personne est différente, mais c'est quand même d'aller voir ce qui lui plaît. Et d'utiliser le jeu, hein. Il n'y a pas de débat. Enfin, c'est pas parce que c'est des devoirs ou que c'est du travail scolaire qu'on peut pas s'amuser en même temps, parce qu'on sait qu'on apprend énormément par le jeu et que c'est ce qui se fait aussi beaucoup à l'école de toute façon. Donc, trouver quelque chose qu'il aime bien faire et qui le met en action pour qu'il puisse aussi voilà, libérer aussi toute son activité. Quand c'est des choses vraiment de répétition, évidemment, on va pas faire tout son exercice de maths en jouant, en faisant des passes au ballon. Mais quand c'est réviser les tables ou quand c'est faire de l'automatisation d'une leçon ou réciter une poésie, peu importe, ça peut très bien être fait en faisant autre chose qu'on aime bien faire, qui nous met en mouvement et qui en plus va juste permettre de le faire très régulièrement, moins souvent. Donc ça fait des petites plages comme ça où on réinvestit à chaque fois et où on gagne à la fin. Enfin voilà, c'est celui qui a plus de souffle à la fin sur sa table de multiplication ou qui met trop de temps à répondre, qui a perdu. Enfin voilà, c'est vraiment des toutes petites choses, mais qui peuvent quand même voilà, ponctuer les séances où on est parfois au bureau et qui peuvent être longues. Oui, puis on peut dissocier effectivement les types d'apprentissage. Tu as tout à fait raison quand tu parles de la poésie ou les tables de multiplication. Ce n'est que de la répétition, c'est de l'apprentissage par cœur. Ces apprentissages-là, essayez, souvent en plus les enfants ont plus de temps. C'est pareil pour le collège, etc. Quand il y a des tâches automatiques. Bon, bah ça, c'est quelque chose, vous avez le trajet en voiture ou à pied, le temps d'aller à l'école. Allez, c'est le matin, on est frais. Allez, on récite la poésie. Ou les tables de multiplication, vous les interrogez un peu de manière aléatoire de temps en temps, ou mettre des petits codes. Souvent, mes collégiens, je leur disais, bah, par exemple, vous avez les verbes irréguliers à apprendre en anglais. Faites des petites flashcards. Donc, j'ai l'anglais d'un côté, le français de l'autre, une petite panière à la sortie de la porte, de la chambre. Et ben, à chaque fois que tu sors, tu dois t'en faire un, par exemple. Mais il y en a plein qui disent, non, mais c'est trop drôle, je les connais tous. Mais en fait, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Voilà, on n'est pas obligé d'en baver pour que ça marche. Ça, c'est des astuces, comme on vous disait, c'est la répétition. Donc, la répétition et la mémorisation des tâches automatiques, il faut que ça soit très peu de temps, mais très souvent. Donc, oui. Ces tâches-là, déjà, quand vous enlevez déjà la poésie et les tables de multiplication le soir après l'école, je vous assure que ça va beaucoup mieux déjà. Et par contre, ben voilà, à table, bon bah dès qu'on s'assoit, allez, je t'en fais 3, par-ci par-là. Donc l'enfant il va râler au début, mais n'empêche que quand il va voir que ça marche et qu'il n'a pas l'impression d'avoir accordé du temps à ça, ça c'est très très chouette. Donc voilà, toutes les petites tâches à automatiser, donc ça marche beaucoup pour le primaire, mais un peu pour le collège aussi. C'est efficace, mais je pense que il ne faut pas leur donner le culte et l'habitude de dire je dois travailler beaucoup. Parce qu'en fait, quand on travaille sur de longues plages horaires, en réalité, quand on regarde la capacité attentionnelle, c'est pas du travail de qualité. Il vaut mieux travailler une demi-heure efficacement tous les jours que 4 heures le week-end. Ça, c'est prouvé, toutes les études le montrent. Donc, c'est vraiment important de travailler régulièrement avec un travail de qualité. Et ça, c'est plus important. Et vos enfants, vous disiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on les amène à faire du volume? Bah, d'abord, en leur apprenant à ne pas faire de volume. Travailler efficacement sur de petites plages où l'enfant va se dire « Ah, je me pose un objectif en une demi-heure, j'ai atteint ce que je voulais, j'ai compris, chouette ». Une fois que vous avez instauré ça, vous allez voir que vous pourrez allonger les plages de travail parce que l'enfant aura appris à se concentrer, appris à réussir, appris à s'organiser et donc il pourra déployer. C'est comme si on vous demandait de courir un marathon alors que vous venez de commencer à courir. Mais vous allez vous dégoûter parce que vous allez faire des sorties de 10, 15 km, vous allez vous blesser, vous allez avoir mal, vous allez vous dire « mais ce truc est horrible ». Vous n'aurez jamais envie de recommencer. Alors, si vous commencez par 2-3 km, que vous fixez 5, que vous y arrivez, vous dites « j'ai fait des progrès, c'est super ». Vous avez envie de faire 6, puis 7, puis le plaisir vient, puis votre corps s'habitue. C'est exactement la même chose avec les apprentissages. C'est la même chose.
Il vous reste un peu, voilà, 10 minutes, un quart d'heure si jamais vous avez des questions. Oui, N'hésitez pas. Voilà, je vois qu'il je, manque. Oui, je vas-y. reviens. Non, pardon, vas-y, termine, Manon. Non, 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 non. Je voyais les questions arriver. Voilà, vous Voilà, n'avez le pas tout temps que depuis tu le revois début. les questions, peut-être pour voir si on a Oui. raté quelques questions. Juste en petite astuce aussi sur les devoirs. Tu parlais tout à l'heure de la posture, Manon. C'est vrai qu'on a tendance, et c'est la même erreur qu'on peut faire en tant qu'enseignant aussi à certains moments, à beaucoup parler, monopoliser la parole sur ces moments-là. Et alors qu'en fait, ce qui marche, c'est aussi d'instaurer beaucoup de temps d'observation et de silence. C'est-à-dire que nous, on a ce côté où on attend presque des réponses instantanées. Si on pose la question, bon alors, qu'est-ce que tu as à faire? C'est quoi la réponse? S'il y a un moment de silence, je pense, essayez peut-être de vous observer, de voir combien de temps vous laissez à votre enfant pour répondre. C'est-à-dire que souvent, en fait, on laisse un laps de temps très court avant de renchérir. Bah, alors, tu sais, est-ce que tu as besoin, enfin, et encore là, je vais déjà loin quand je dis est-ce que tu as besoin d'aide sur ça, mais c'est vrai que souvent on réagit tout de suite. Bah, t'as pas vu, il est où ton cours, où est-ce que c'est noté, tu sais pas, peut-être que c'est, et en fait, on va enchaîner des questions qui font que pendant tout ce temps-là, c'est un moment où en fait votre enfant il ne réfléchit plus et il est incapable de réfléchir, il a l'espace à écouter tout ce que vous lui donnez comme information. Alors qu'en réalité, quand il est sur son travail, quand vous posez la question, bah parfois il faut tout un temps de réflexion et c'est ça qui est très difficile à faire, c'est d'avoir parfois la patience, surtout après notre journée de travail, de se dire j'attends de voir ce qu'il va me répondre, même si ça prend 3 minutes, 4 minutes. Et après, en fonction, bah, peut-être que la réponse, ça va être je sais pas, je comprends rien. Et évidemment, si ça prend trop de temps, c'est dire bah pourquoi tu ne me réponds pas? Il y a quelque chose qui te bloque. Mais Mhm. c'est de vraiment laisser quand même un temps parce qu'il y a plein de fois aussi où on se rend compte que bah finalement en fait ils avaient la réponse. Finalement en fait c'était pas si compliqué que ça, mais qu'il fallait juste du temps. Mhm. Et ça on le laisse pas souvent ce temps-là. C'est normal, c'est humain. On est tous pareils. Donc c'est vraiment Mhm. une posture à adopter de laisser le temps. Absolument. Puis c'est le temps que souvent ils n'ont pas en classe aussi. Oui, Euh, complètement. la pause cognitive, elle est vraiment très importante. Effectivement, quand on vient de donner une info ou poser une question, ils sont en pleine organisation en fait dans leur tête. Oui. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose quand vous voyez que l'enfant bloque, ne répond pas. Ok, qu'est-ce qui te bloque? Hmm. Ok, au lieu de tout de suite dire, mais tu vois bien, c'est là. Vous allez vous reconnaître. Moi, je me reconnais quand je dis ça. Mais tu vois bien, c'est là. Mais tu viens de le dire. Je viens de te l'expliquer. Voilà. Ça, vous voyez faire ça? Pouce, pause. On respire un coup et ok, qu'est-ce qui bloque? Et tu viens de le dire là, c'est questionner plutôt que commenter. C'est vraiment toujours Exactement. être dans la question plutôt que de dire, tu vois, je te l'ai dit ou je viens de te l'expliquer, mais qu'est-ce qui te bloque? Explique-moi, Mhm. dis-moi ce qui fait que Mhm, là, tu es mhm, bloqué. mhm. Ben, d'ailleurs, Alexandra, ça me permet de rebondir sur ce que vous dites. Voilà, un enfant qui veut pas faire ses devoirs, qui va bloquer, qui s'énerve, qui se décourage, etc. Euh, Là aussi, ok, on vient de commencer. L'enfant s'énerve, il n'y arrive pas, etc. Ok, on souffle. Instaurer un petit rituel comme ça, ok, on pose tout, 3 secondes. Qu'est-ce que tu ressens? Ça te fait quoi quand tu n'y arrives pas? Qu'est-ce que tu ressens? Ça t'arrive en classe de ressentir ça, de la colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Euh, euh, En fait, l'enfant va peut-être vous dire, ben voilà, quand j'y arrive pas, etc. Mais tu n'y arrives pas. Là, est-ce qu'on n'a pas forcément essayé? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sens mieux? Utiliser ça. Il y a un moment où des fois, vous savez quoi, faire les devoirs, mettez en pause. Ce qui compte, c'est toute la mécanique qui se crée en dessous. Et des fois, il vaut mieux passer 2, 3 séances de devoirs à dire, OK, explique-moi, en fait, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te fait bloquer? Qu'est-ce qui fait que là, tu te dis que tu n'y arrives pas? Euh, alors, on reprend, comme disait Marilyn, peut-être le pas d'avant. OK, ça, est-ce que tu as compris ça? D'accord. Donc là, qu'est-ce qui bloque? Quels mots? Est-ce qu'il y a peut-être des mots que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas dans la leçon? En quoi est-ce que tu as une difficulté? Je suis là pour t'aider. Ça va rouler. Tu vas voir. Tu es capable, en fait. Moi, il y a une image que j'ai tout le temps, c'est que quand vos enfants ont commencé à marcher, ils avaient beau tomber, 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 jamais vous n'avez douté qu'à un moment, ils allaient marcher. Aucun moment. Ou si vous avez douté, c'est que, voilà, sauf trouble autre,
On ne doute pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse recommencer, recommencer, recommencer. On leur dit, ben, ne t'inquiète pas, ça va rouler en fait. Essayez d'avoir ce regard-là sur votre enfant en disant, inévitablement, ça va marcher. Peut-être qu'il te faudra plus de temps que les autres. Donc, faire redescendre la pression et accompagner vraiment l'enfant comme ça. Je vois Une aussi... question, Oui, pardon, sur vas-y. l'étape de multiplication, Oui, multiplication qui est un peu haute. Alors, je me permets parce que ouais. j'ai fait des miracles avec ça. Alors, je m'attribue pas les miracles, mais je l'attribue au jeu, vraiment passer par le jeu. C'est l'étape de multiplication, il y a rien de pire. Il y a des élèves qui arrivent très bien à les apprendre par cœur parce qu'ils aiment bien ça et que c'est ça qui les cadre et qui leur plaît. Mais vraiment, sinon, passer par le jeu, parce que vraiment, j'ai plein d'élèves qui, dès que je trouve, c'est très facile. Vous tapez sur Internet, je tape de multiplication, faites tester jusqu'à ce qu'il trouve celui qui lui plaît. Et quand il aura celui qui lui plaît, moi j'avais des élèves, j'avais pas besoin de donner des devoirs. Hein. Ils passaient leur soirée sur les jeux des tables de multiplication. Ils étaient super contents quand fallait les faire après. Et ça débloque tellement de choses en plus après pour tout le reste du raisonnement mathématique. Donc pour moi c'est évident, c'est le jeu. Il faut juste que vous trouviez quel est celui qui va le motiver comme jeu. Mais il y en a plein sur Internet, franchement. Le jeu. Et puis le sens, là aussi, pourquoi est-ce qu'on apprend une table de multiplication? L'enfant, il n'a aucun intérêt. Sauf que... Bah, quand il arrivera à les utiliser dans les autres, dans les résolutions de Exactement. problèmes, dans tout ce dont il va avoir besoin après, même dans la vie en général, mais il va falloir qu'il les maîtrise. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de leur expliquer Voilà, mais pourquoi on l'intérêt. automatise? Exactement. Pourquoi est-ce qu'on automatise? Pourquoi il y a des choses qu'on automatise comme ça? Parce que en automatisant, le cerveau va être plus disponible au moment où il va y avoir un calcul plus complexe. Il n'aura pas à réfléchir là-dessus. Donc, ça va libérer de l'espace pour le reste. Donc, en fait, automatiser les tables de multiplication, ça fait que tu vas pouvoir passer à d'autres types de calculs. Si tu ne connais pas tes tables de multiplication, à chaque fois, tu vas d'abord devoir calculer et ensuite passer au deuxième calcul. Et ça vaut pour tout. Hein. Toutes les tâches qu'on automatise, c'est exactement pour ça. C'est pour pouvoir libérer ce qu'on appelle la charge cognitive pour pouvoir passer à des choses plus complexes. Et ça, en fait, on a l'impression qu'ils vont pas le comprendre, mais en fait, ils le comprennent très bien. Donc là aussi, essayez de toujours donner du sens aux choses. Je vois une question sur la musique. Alors, la musique, tout dépend. En fait, le cerveau ne sait pas faire deux choses à la fois. On a beau dire que si on sait faire deux choses à la fois, c'est faux. En fait, sauf sur des tâches très, très automatisées, marcher et parler en même temps, c'est possible, et encore. Mais voilà, sur des tâches très automatisées, mais en réalité, l'attention ne va jamais être partagée. Elle va être alternée. Donc, la musique, sauf certaines musiques sans parole, bon, l'idéal c'est de la musique classique parce que ça vient voilà stimuler aussi au niveau cognitif, mais éviter la musique avec des paroles. Je sais que les ados aiment bien travailler en musique, mais effectivement c'est pas top. Ça dépend quel type aussi d'apprentissage, mais pour la mémorisation c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On a une question aussi sur le temps de pause qu'il faut lui accorder avant de commencer ses devoirs. Demandez-lui de quelle pause il a besoin. Il y en a qui préfèrent s'y mettre de suite. Il y en a qui vont préférer goûter tranquille et avoir un temps. Ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de cadrer les choses. Ok, le soir, tu rentres, par exemple, tu fais de 18h à 19h. Faites-leur lister ce qu'ils ont à faire. D'accord? J'ai ça, ça et ça à faire. Combien de temps je vais mettre pour chaque tâche? Et je structure ma séance. En faisant ça, l'élève sait que voilà, il a 10 minutes sur ça, 20 minutes sur ça. Au début, il va avoir du mal à estimer le temps. Mais en fait, si on dit au cerveau, bah, tu commences une tâche que tu n'as pas envie de faire et tu sais pas quand tu vas finir. On n'a jamais envie de s'y mettre, mais c'est pareil pour nous adultes. Si on doit faire quelque chose qu'on n'apprécie pas forcément et que ça s'étale dans le temps, il nous écoute et il dit, il me faut 15 minutes. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Ils ont les réponses en fait. Ils savent ce qui est bon pour eux et il faut leur apprendre. Et une fois que c'est dit et que c'est décidé dans le contrat, voilà. c'est lui qui l'a dit. Donc c'est bon. Maintenant, vous êtes tranquille. Et alors, Chris, je vois le mien prend tellement de temps pour se mettre au devoir. Là aussi, quand on cadre et qu'on prend des habitudes, les habitudes pour les devoirs, c'est ce qui va vous permettre de faciliter les choses. Une habitude, c'est exactement comme l'étape de multiplication. Quand c'est automatisé, en fait, je vous explique le détail, c'est que, en fait, quand on prend une habitude, vous vous levez le matin, vous habillez, vous posez pas la question est-ce que je dois m'habiller, est-ce que je dois déjeuner, vous avez l'habitude de le faire, vous le faites.
En fait, c'est parce que cette action-là, elle passe même plus par votre cortex préfrontal. Elle ne passe même pas par le raisonnement. Elle passe direct vers l'action. Et ben voilà, les habitudes, ça permet d'éviter de se poser trop de questions et se demander si j'ai envie d'y aller ou pas. Okay, donc plus vous allez ritualiser, vous savez qu'à 18h, mais même le chrono sonne à 18h, allez, on s'y met, on sait. Essayez de délimiter aussi à quelle heure on termine. Ça va l'aider à s'y mettre. Et au début, on fait une demi-heure sûre. Et en fait, vous allez voir que des fois, ils vont être absorbés, qu'ils vont mettre un peu plus, mais timer. À 19h, c'est terminé les devoirs. Il faut qu'en 1 heure, tu aies terminé ce que tu as à faire. En fait, le cerveau, plus vous lui donnez de temps pour faire les choses, plus il étale les tâches. Plus vous lui donnez un temps qui, bien sûr, doit être réaliste, mais est cadré, plus la concentration va être importante, parce que la concentration et l'attention, ça dépend de l'intention. Si j'ai l'intention de finir en 1 heure, je vais faire beaucoup plus attention à ce que je suis en train de faire. Donc, je me permets, je reprends juste quelques, oui, parce que c'est très bien, vous avez plein de choses à dire. Juste pour la méthode de 25 minutes, 5 minutes Pomodoro, ça marche très bien, y compris chez les lycéens et même chez les adultes. Il y en a plein qui l'utilisent pour le travail. Moi, je l'utilise régulièrement. Et après, combien de temps pour chaque matière? C'est pas tant le temps par matière, c'est le fait de vraiment avoir des étapes avec des pauses et on repart. Et ça, après, le temps pour chaque matière, c'est en fonction de l'organisation que vous aurez définie. Notamment sur combien de temps vous passez pour être efficace, évidemment de ne pas y passer tout le week-end. Et concernant Alexandra aussi, qui nous dit que son enfant de CM1, dès qu'il n'y arrive pas, se décourage, vraiment pour le coup, là, c'est vraiment c'est reprendre le pas à pas, comme on l'a dit tout à l'heure, de remettre en situation de réussite tout de suite. Et là, si effectivement, dès que c'est le premier découragement, c'est de prendre le temps de se dire, au premier découragement, je remets de la réussite, je resimplifie, et petit à petit, le temps de découragement sera de plus en plus long et ça va passer. Et je termine par la réflexion de Cyril sur la respiration, parce que pour le coup, c'est quand même quelque chose qui marche et pour vous et pour les enfants, de prendre des temps de souffle et de respiration. Et ça, on le fait même nous sur nos cours parfois collectifs d'aide aux devoirs avec les primaires, de faire une pause où tout le monde souffle, où il y a des images, où reprends le souffle en fonction de l'image et que tu vois de la ligne qui se trace haut et basse. Enfin, ça, vous connaissez tous, je pense. Il y a plein de petits exercices que vous pouvez faire et pareil, vous les trouvez très vite sur Internet. Mais que ce soit en rituel de démarrage ou de fin de séance pour rentrer dans ses devoirs ou pour un moment quand ça commence à prendre un petit peu trop d'ampleur et trop de conflits parce que tout le monde est fatigué, se dire attends, là on stoppe et puis on se fait un petit temps de souffle, ça permet aussi de redémarrer. C'est nos 5 minutes de Pomodoro parfois. Absolument, oui, il faut dédramatiser, attendre moins et de nous et utiliser ça. Donc, merci beaucoup. Je vois juste Lubna pour finir. Comment aider à mémoriser? Le lendemain, il me refait des fautes. C'est normal. On ne peut pas mémoriser en une fois. C'est pour ça qu'il faut répéter plusieurs jours de suite. C'est absolument normal. On ne peut pas mémoriser en un seul épisode. La mémoire, elle a besoin de répétition pour créer le chemin dans le cerveau. Donc, c'est absolument normal. Félicitez les erreurs. Et en fait, ces erreurs-là, dites-lui, voilà, super, t'as fait une erreur, maintenant tu vas t'en souvenir. Et voilà, et c'est super. Merci beaucoup. Je pense qu'on aurait pu rester 2 heures à vous répondre parce qu'il y a énormément de choses à dire et il y a énormément de conseils à donner. Retenez que apprendre, ça s'apprend et que ce n'est pas intuitif chez vos enfants, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont besoin d'aide pour apprendre. Donc, soit aidez-les, renseignez-vous, demandez de l'aide, on est là. Voilà, je vois que le coaching, ça vous a intéressé parce que c'est vraiment ce qu'on apprend à faire en coaching, en stage, apprendre à apprendre et que c'est très important. Il n'y a pas que le notionnel, il y a aussi développer des méthodes de travail. C'est vraiment ce qu'on fait notamment en cours collectif, en cours particulier. C'est vraiment d'aider les enfants à devenir autonomes par rapport à leurs apprentissages. Et ça, c'est tout un métier. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Merci à vous pour vos conseils et ces échanges. C'était vraiment merci beaucoup. Chouette. Vous retrouverez le replay et on reste à votre disposition. On vous retrouve très, très bientôt. Merci à vous. Merci Marilyn. Bonne soirée. Merci Manon. Bonne soirée. Au revoir. On se retrouve très vite.